Ravi de vous retrouver sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette rétro-actualité de la semaine. Cela dit, comme vous le savez certainement, la Oumma islamique du Niger a entamé le 24 avril dernier le jeûne du mois béni de Ramadan. Quel doit être le comportement du jeûneur et quelle est l'importance de cette première décade? À toutes ces questions, le consultant islamologue Dr Boubacar Touré répond. Nous sommes aujourd'hui le premier jour du mois de Ramadan. À tous les musulmans et à toutes les musulmanes du monde, bon Ramadan, Ramadan Karim. Et il est fait une obligation à tout musulman et à toute musulmane qui est majeur et qui a prononcé la kalma shahada, c'est une obligation de lui de jeûner. Et le jeûne, c'est un mois de Coran, parce que le Coran étant descendu dans ce mois, c'est un mois de pardon, c'est un mois d'entraide sociale, c'est un mois vraiment de communion, de prier en communion. Et là, quand on dit vraiment de jeûner, on n'a pas dit de jeûner lui seul, ou bien vraiment de rompre lui seul. Pourquoi je dis cela? Parce que comme on a dit que vraiment le mois de Ramadan est un mois vraiment de pardon, un mois d'entraide sociale, nous devons vraiment penser aux autres. Il ne sert à rien aujourd'hui que vous remplissez votre table de tout genre de mets alors que votre voisin n'a même pas une date pour vraiment rompre le jeûne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que Afdalus Sadaka, Sadakatul Ramadan. Il dit la meilleure façon vraiment de donner la sadaka ou même de donner l'aumône, c'est l'aumône pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, quand vous donnez de l'aumône, c'est meilleur plus que les autres mois. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est scindé en 3 parties. Il y a une première décade, deuxième décade et la dernière décade. Cette première décade, c'est un rapprochement à son Seigneur. La première décade, parce que nous venons d'entamer. Et alors, c'est pour se préparer. En quoi faisant? La première des choses, on a dit, il faut multiplier la lecture du Saint-Coran. Pour essayer, dès que vous commencez à partir du premier jour jusqu'au 10e jour, vous aurez l'amour de continuer chaque jour à faire cette lecture. Nous devons tous faire un effort pour lire. Et surtout, c'est tout évaluer. Quand on dit de lire le Coran, ce n'est pas dire de lire le Coran en entier. C'est prendre des versets. Comme surtout le Coran est très facile, nous avons des versets, nous avons vraiment des sourates vraiment qui sont courtes. On peut vraiment s'adapter à lire chaque fois. Deuxième chose dans la décade, c'est l'entraide sociale. Il faut vraiment qu'on arrive à s'aider. La troisième, il faut faire les invocations. Les invocations, ça t'aide vraiment à être aguerri dans vraiment la lecture de doigts, les récitations des invocations. Il faut multiplier. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dernière position, il faut voir, dès qu'on rentre dans le mois de Ramadan, essayons de se pardonner. Parce que pourquoi on dit la même chose, Allah n'acceptera pas le jeûne de quelqu'un qui a une dent ou bien une rancune contre quelqu'un. Raison pour laquelle, dès que le mois de Ramadan sonne, on dit que demain ce Ramadan, demandons pardon à tous. Il ne faut pas dire maintenant je ne m'entends pas avec X et que je jeûne. Votre jeûne vraiment, ça n'a pas raison d'être. Raison pour laquelle, dès que le mois de Ramadan sonne, nous devons demander le pardon. On doit tourner une nouvelle page. C'est ça la meilleure solution pour vraiment cette première décade. Et surtout, la dernière, c'est les multiplications des prières surrogatoires. Autre fait ayant marqué cette semaine, c'est la célébration le 24 avril dernier de la Journée nationale de la Concorde. Cette année 2020 marque ainsi le 25e anniversaire de cette fête. À cette occasion, la rédaction du groupe de presse Tambra vous propose ce reportage. Suivez. Le Niger célèbre le 24 avril la journée nationale de la Concorde, marquant la signature des accords de paix entre les mouvements armés et le gouvernement dit les accords de Ouagadougou. Le 24 avril 1995 est signé à Niamey un accord de paix établissant une paix définitive
entre le gouvernement nigérien et l'organisation de la résistance armée, mouvement actif dans le nord. Les grands axes de cet accord portent sur la décentralisation, la gestion de la sécurité dans les zones touchées par le conflit et le développement de ces zones, mais aussi l'intégration et la réinsertion socio-économique des ex-combattants et le retour des populations réfugiées et déplacées dans leur région d'origine et leur réinsertion. On fait beaucoup de bruit autour de la signature de ces accords, mais on ne pose pratiquement pas d'actes. C'est formidable qu'au Niger, des Touaregs ne se révoltent plus, ne se rebellent plus, à l'instar de ceux du Mali voisin. C'est formidable qu'au moment où des Touaregs maliens, des Lazawad, sont allés jusqu'à vouloir proclamer l'indépendance de la région, que les Touaregs du Niger, des Lazawak, des Laïr et d'autres régions du pays ne les aient pas suivis ou qui n'aient rien fait du tout et qui sont restés tranquilles. C'est formidable. C'est là peut-être une des conséquences bénéfiques de la signature de cet accord-là. Là, on a gagné. Cette journée de la Concorde devra être mise à profit par les Nigériens pour panser les plaies ouvertes par certains politiciens peu soucieux de la préservation de l'unité nationale. Vivement la journée du 24 ou du 25 avril 1995, vivement la fête de la Concorde, comme on l'appelle, parce que c'est même nous qui avons instauré cette fête de la Concorde en 1995, après la signature des accords entre le pouvoir nigérien et la rébellion à Ouagadougou. La dernière signature a eu lieu ici au Palais de Congrès, devant tout le monde. C'est M. Maï Megana, aujourd'hui décédé, qui a signé au nom du pouvoir du Niger. Et c'est Rui Chaboula, qui est actuellement membre du gouvernement du Issou Mahamadou, qui a signé au nom de la rébellion. Et c'était vraiment une atmosphère émouvante. Et il y a même des gens qui ont versé des larmes à cette occasion-là. Et nous n'avons jamais applaudi autant que ce jour-là. Et tout de suite après la signature, nous les députés nous sommes transportés à l'Assemblée nationale où le texte portant accord signé avec la rébellion nous a été soumis. Nous l'avons étudié en procédure d'urgence et nous l'avons adopté pratiquement à l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale ce jour-là, 25 avril 1995. Et la fête fut belle. Et le texte est là et il faut l'appliquer. Pour rappel, cette journée a été institutionnalisée le 24 avril 1995, soit une année après la signature de l'accord de paix de Ouagadougou le 9 octobre 1994 entre le gouvernement et la rébellion. Cette signature a consacré la fin de plusieurs années de conflit dans les régions de Tawa, Agadez et une partie de celle de Zender. À ce long et laborieux processus de paix est venu se greffer le dernier accord intervenu en 2007 avec le mouvement des Nigériens pour la justice MNJ d'Agali Alambo. Le couvre-feu ne court plus de 19h à 7h du matin, mais désormais de 21h à 5h du matin, selon le dernier conseil des ministres. Toute chose qui a suscité la réaction de quelques citoyens dans ce reportage de Amadou Harouna, Ibrahim Kantama. Le couvre-feu instauré à Niamey pour faire face à la pandémie du coronavirus a changé ses horaires depuis le dernier conseil des ministres. C'est désormais de 21h à 5h du matin, une décision diversement appréciée par les citoyens.
Nous soutenons le gouvernement avec l'allègement des heures de confinement, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'avec le mois de Ramadan, beaucoup de gens n'ont rien à faire, ils n'ont aucun travail, ils n'ont pas à manger. Et il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne travaillent que la nuit. Nous demandons encore au gouvernement de revoir les choses à nouveau. Toutes les activités se passent la nuit. Certes, c'est un peu allégé, mais vraiment, si le gouvernement peut voir pour même avancer ça à de 22h à 4h du matin, ça serait mieux. Parce que c'est le temps que les gens font vraiment leurs petits besoins. Donc vraiment, ce que l'État a fait, vraiment c'est un pas en avant, mais quand même devoir augmenter un peu les horaires au lieu de 21h qui nous amène ça de 22h ou de 23h à 4h du matin. Cet allègement est significatif dans un contexte de lutte contre le Covid-19 qui coïncide avec l'avènement du mois de Ramadan. Reporters sans frontières a fait sortir le classement annuel 2020 de la liberté de la presse dans le monde. Dans ce classement, il ressort que le Niger a gagné 9 points de plus que l'année précédente. Toutes choses appréciées dans ce reportage de Afambeki Kossi, Ibrahim Kantama. Selon le dernier classement de RSF, Reporters sans frontières, sur la liberté de la presse dans le monde, le Niger est passé de la 66e place sur 180 pays en 2019 à la 57e place sur 180 pays, soit un progrès de 9 points. Cette avancée peut être justifiée par plusieurs actions qui ont été menées, mais aussi la conjugaison des efforts de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine des médias et de la liberté de la presse. Il faut le dire, au cours de toutes ces dernières années, beaucoup des actions ont été menées dans le cadre de la formation et de la sensibilisation des acteurs, des médias comme des journalistes, mais aussi on a constaté dernièrement une certaine volonté des politiques de laisser l'exercice libre de la liberté de la presse qui est régi par l'ordonnance 035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Il n'y avait pas eu beaucoup d'interpellations ou d'emprisonnement, il n'y avait pas eu beaucoup de répression ou bien d'actes de violence sur les médias lors des manifestations ou bien lors des couvertures de certaines manifestations, ce qui montre qu'il y a une amélioration progressive du climat de l'exercice du métier des journalistes dans notre pays. Il faut rappeler que ces résultats et avancées ont été possibles grâce aux efforts participatifs des différents partenaires et surtout les hommes de médias dans le strict respect des normes d'éthique et déontologie dans le traitement de données d'information. Il faut que, à travers certains projets, nous venons de mettre en place ou bien de finaliser une stratégie de plaidoyer en faveur de la liberté de la presse. Et à travers cette stratégie de plaidoyer, des actions seront menées dans les mois, dans les jours à venir avec beaucoup de partenaires pour améliorer non seulement le cadre juridique, mais aussi améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Ce sont des actions très concrètes et beaucoup de partenaires, Inch'Allah, participeront à ce genre d'initiative. Mais il faut aussi que le partenaire principal ou bien l'acteur principal qui est l'État, le gouvernement, s'y met. Il faut qu'il y ait un soutien conséquent de la part de l'État aux médias nigériens pour qu'ils puissent
s'en sortir de cette situation de précarité qui est très difficile et préjudiciable à la qualité de notre travail que les journalistes nigériens mènent. De 90 à aujourd'hui, personne ne peut ignorer la contribution des médias et des journalistes nigériens pour le développement de notre pays dans tous les secteurs socio-économiques et mais aussi la pérennité de notre démocratie. Donc il faut que les uns et les autres prennent conscience de ce rôle joué par les médias et les journalistes et qu'on apporte des soutiens conséquents à ces médias et ces journalistes pour leur permettre d'améliorer les conditions de travail et finalement obtenir aussi plus de travail de qualité de la part de ces journalistes et des médias. La presse nigérienne a de l'avenir et peut mieux faire afin d'occuper davantage un classement meilleur à l'échelle mondiale, surtout dans ce contexte de Covid-19 où l'information s'avère très capitale. La pandémie du coronavirus continue de paralyser plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, nos reporters se sont intéressés aux soudeurs dont l'activité souffre des conséquences de cette pandémie. Constat, Amadou Harouna, Abdulmouni, Abdraman. Ce sont des mesures prises comme dans les autres pays et des mesures qui ont besoin d'être respectées. Parce que le couvre-feu décrété, c'est pour diminuer la mobilité des hommes, c'est pour éviter les contacts. En tout cas, même si on ne va pas dire que les contacts sont suspendus totalement, mais il faut les diminuer. Même chose que pour la fermeture des écoles, parce que vous savez, les écoles regroupent un nombre important d'élèves, un nombre important de jeunes, et donc c'est aussi un lieu de contact. Donc la fermeture aussi des écoles va dans le sens de diminuer les contacts entre individus. Maintenant, en ce qui concerne le respect de ces mesures, il incombe de la responsabilité de tout le monde. Les décideurs, les citoyens, quelles qu'en soient les personnes, elles doivent respecter ces mesures parce que ces mesures permettent de prévenir. Mais si on ferme les écoles et que nous, parents d'élèves, nous ne nous responsabilisons pas pour garder nos enfants à la maison, nous laissons nos enfants dans la rue, évidemment, l'objectif recherché ne pourrait pas être atteint comme on le veut. Parce qu'il ne s'agit pas de dire aux enfants qu'ils ne vont pas aller à l'école et que ces mêmes enfants se retrouvent dans la rue, ces mêmes enfants se retrouvent dans leur fada, ces mêmes enfants se retrouvent dans des groupes. Ce n'est pas uniquement pendant cette période qu'on va parler de cohésion familiale. Les familles qui sont unies, elles sont unies avant l'avènement ou avant la venue de cette maladie. Les familles qui ne sont pas unies, même avec le confinement, ça crée plutôt les conflits. Parce que aussi rester à la maison pendant un longtemps peut créer aussi des conflits internes. Donc nous disons que tout est question de responsabilité familiale, tout est question de comportement, tout est question de pratique. Il ne s'agit pas de dire que le confinement peut resserrer les liens ou le confinement peut faire ceci ou cela. Je pense que c'est une pratique quotidienne. Je pense que c'est un aspect que nous, en tant que chefs de famille, nous devrons mettre en avant pour toujours, c'est-à-dire créer les conditions d'une bonne cohésion familiale. Vous venez là donc de suivre la réaction du secrétaire général de la CDTN sur le chômage partiel des agents de plusieurs sociétés de la place avec l'avènement du Covid-19. Je le disais tantôt, la pandémie du coronavirus continue de paralyser plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, nos reporters se sont intéressés aux soudeurs dont l'activité souffre des conséquences de cette pandémie. Constat, Amadou Harouna, Abdelmoumouni, Abdraman. La pandémie du coronavirus continue de paralyser plusieurs secteurs d'activité. Sur le cas de cet atelier de soudure situé au quartier Zongo de la ville de Niamey, les chiffres d'affaires sont drastiquement en baisse. La main-d'œuvre quasi inexistante. En ce qui concerne une population
un peuple, ça tu ne peux pas dire que tu es épargné. Donc c'est que ça touche tout le monde et que ça nous touche nous aussi. Dans la mesure qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire ses activités comme ça se doit. Donc tu sais que dans tout ça là, ça concerne tout le monde et ça nous concerne nous aussi. Ça ne marche pas comme avant parce qu'il y a un ralenti. Même si la personne veut commander, il ne sait pas que c'est comment. Il fait des approvisionnements pour pouvoir survivre d'abord en attendant que les choses se passent. Donc en somme, c'est que ça ne va pas comme avant. Chacun se réserve quoi. Donc si on se réserve, donc on est obligé de se concentrer pour pouvoir juste avoir le temps que les choses vont se passer, s'améliorer. Le Covid-19 en dehors des victimes humaines par milliers menace le travail des gens et les conduit au chômage. Presque tout tourne au ralenti sur tous les plans. Chiffre d'affaires en baisse et les particuliers se plaignent du coût de la cherté de la vie. Afambedjekosi. La quasi-totalité des activités au quotidien ne cesse de connaître une récession depuis l'apparition du Covid-19. Et face à de telles circonstances angoissantes, les particuliers ne sont pas exemptés de ce phénomène. Malgré les charges qui pèsent sur ces derniers, ces artisans n'ont pas le choix que de respecter les mesures préventives édictées par l'autorité pour mieux lutter contre le coronavirus. C'est quelque chose qui nous a tous troublés. Rien ne va, vraiment on respecte les préventions, on respecte beaucoup les mesures de prévention, mais ça ne va pas. Parce que dans la journée, comme déjà à 19h on est confiné, par rapport au couvre-feu, rien ne va du tout. Mais grâce à Dieu, bon, on se défend pas mal, on se plaint pas quand même. Mais ce qui est sûr, ça va pas. Parce que souvent aussi c'est dans la nuit qu'on travaille. Parce que au Niger, on traverse beaucoup de soleil dans la journée, donc les gens n'arrivent pas à sortir dans la journée en fait. Donc c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur nous. C'est arrivé, bon nous, on ne sait rien par rapport au coronavirus, mais souvent on sait que ça existe. Donc moi je prie aux populations de prendre beaucoup de mesures, de se protéger, de se laver les mains avec des gels hydroalcooliques. Une fois respecter les mesures de 1 mètre. Bon, pour la location et autres là, bon, nos bailleurs, eux, ils ne veulent rien entendre par rapport à ce qui arrive maintenant parce que eux aussi ça va pas chez eux. Nous aussi on se plaint à la maison, bon ça ne va pas. Des fois nous sommes obligés de dormir comme ça parce qu'on ne peut pas acheter à manger. Genre, comme on ne fait pas à manger, exemple je suis célibataire, je ne peux pas faire le manger à la maison, mais une fois arrivé à la maison c'est fini. Parce que déjà à 19h je me presse de rentrer pour que le couvre-feu, pourquoi que ça chie suivant. Entre affronter la mort ou respecter les mesures barrières tout en restant chez soi pour mieux protéger sa vie contre cette maladie contagieuse, le choix est clair. Ensemble combattons cette pandémie. Parlons à présent de l'entrepreneuriat dans ce journal pour signaler qu'en cette période de crise sanitaire, le secteur de l'entrepreneuriat a aussi pris un coup. C'est du moins ce qui ressort dans ce reportage de Afambedjekosi. La prévention et le traitement des difficultés des entreprises dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 se font sentir dans tous les domaines. Du petit entrepreneur jusqu'au grand, tant sur l'approvisionnement des matières premières que dans la production et aussi le coulement des produits ou prestations de services. Quand tu prends l'arrivée de Covid-19 a amené un ralentissement des activités et aussi une fermeture de plusieurs entreprises. Et nous, les petites entreprises ou bien les jeunes entreprises qui émergent, on a des contrats avec ces entreprises-là, ces grosses entreprises qui ont fermé ou bien qui ont réduit leur effectif. Du coup, ça a eu un impact direct sur nos prestations de services sur le terrain. Et, tu vois, et aussi, cette arrivée de Covid-19, ça a permis la fermeture de la frontière. On ne peut pas sortir pour aller voir d'autres perspectives et aussi commander d'autres produits qui nous permettent de faire la transformation et produire nos produits locaux. Ce qui fait que notre unité de production aussi a été impactée parce que depuis l'arrivée de Covid-19, on était obligé d'arrêter la production.
Et aussi le stock qu'on a, ça n'arrive pas à s'écouler correctement parce que la demande est très limitée. Que faire donc pour s'y adapter ou mieux encore relever de tels défis, surtout dans ces circonstances de transition néfaste qui fait régresser et couler l'économie des entreprises en perte? L'arrivée du Covid-19 a été vraiment négative, mais ça nous a permis aussi de développer, tu comprends bien, un autre produit. Parce qu'auparavant, on produisait des insecticides et des savons. Maintenant, nous avons amélioré une formule avec l'aide des partenaires pour fabriquer notre propre gel localement et qui se vend très bien. Du coup, ça nous a permis au moins de ne pas rester sans rien faire et aussi ça nous a permis au moins aussi d'amortir l'effet négatif, c'est-à-dire combler un peu le trou lié à la trésorerie. Considérant la gravité de la pandémie coronavirus, il serait gai et loyal pour ces jeunes entreprises bénéficient des accompagnements de l'autorité. Place à présent à la revue hebdomadaire de la presse. Comme à chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception, bonne rupture de gêne et surtout bon début de semaine. Vie des partis politiques, Oumarou Noma, mission terminée, a constitué un des titres du Nouveau Républicain qui rapporte que c'est le mardi 22 avril 2020 que l'arrêt tomba à la cour d'appel de Niamey qui déboute le cher Noma alors remis dans ses petits souliers par la justice nigérienne qui semble ne plus vouloir des désordres sur l'échiquier politique. Désordre qui est généralement source de tensions inutiles, de crises et souvent de situations chaotiques dans nos démocraties fragiles. L'homme, écrit le journal, depuis ce matin-là est en fin de course et aura compris qu'il a gaspillé son temps et son énergie pour un combat qu'il ne peut mener et pour lequel il lui manque toute la force morale et intellectuelle nécessaire. Le journal note que le parti de Hama Amadou est plus que jamais ragaillardi par la décision de justice qui déboutait le sieur Noma, qui peut alors, selon le confrère, se chercher un nouveau métier car en politique, estime le confrère, ça semble ne pas lui réussir. Et depuis, le modèle Faloumana ne peut qu'écrire des pages nouvelles pour ses prochaines gloires. Et pour Noma, comme ce titre retentissant d'un roman africain, hélas, on ne peut dire que mission terminée. Toujours dans ces colonnes, le Nouveau Républicain s'est également intéressé à la crise de la coordination MNSD Nassara de Douakoro et le journal note en gros que la cour d'appel déboute la section de Maradi. Le 17 avril 2020, la cour d'appel de Zender a rendu son verdict dans le différend qui oppose le bureau de la section MNSD de Maradi à la coordination de Douakoro dirigée par Barka Tambari Megoshi. Et c'est cette dernière, précise le journal, qui s'en sort ragaillardi. Selon toujours le confrère, le fond de l'affaire, c'est le refus du bureau de la section de reconnaître la légalité de celui de Douakoro mis en place le 20 janvier 2020, dirigé par Barka Tambari Megoshi. Or, c'est celui-là même, validé par le président sortant de la section, le doyen Ali Sabo, qui a pris part au renouvellement de la section et à l'élection de son nouveau président à la personne d'Elhaj Sani Bala. Voilà l'argument de taille contre la section de Maradi. Le journal rappelle que la crise à la coordination MNSD Nassara de Douakoro tire sa source de la lutte de positionnement pour le poste de secrétaire général national du parti, précisément du refus du sortant Abdul Kadir Tidjani à céder la prestigieuse place à un tout autre choix de la dite coordination portée sur la personne de Moussa Mamandouti, secrétaire général du bureau dirigé par Barka Tambari et Maïgoshi. Au courrier d'ajouter que le verdict lui a été défavorable le mercredi 22 avril 2020 et comme il n'y a jamais 203, le courrier a appris d'une source crédible que l'intéressé est également rattrapé par ses devoirs financiers. Endetté auprès de la caisse Canadi pour un montant d'une dizaine de millions, Noma Oumarou n'a jamais pu s'acquitter de ses obligations contractantes, nous apprend le journal qui explique que comme les prêts bancaires ne font pas d'état d'âme, un huissier a fait récemment expertiser son chantier d'immeuble en construction, histoire d'évaluer le bien dans une perspective de saisie-remboursement. Puis, le monde d'aujourd'hui, lui, nous apprend dans ce titre que le parti
parti de Hama Amadou, le bouc émissaire du pouvoir, n'accepte plus qu'on lui marche sur ses droits. Selon les sources du journal, certaines pointes et pas des moindres d'un parti politique sont en train de chercher des voies et moyens pour mettre en cause Hama Amadou et son parti Lumana dans les manifestations des jeunes dans certains quartiers de la ville de Niamey. Pour ces personnes qui, selon le journal, ne semblent s'entourer d'aucune précaution d'usage, derrière tout ce qu'ils ont du mal à gérer avec succès, ils ne voient que la main de Hama Amadou et son parti derrière. La roue de l'histoire dit ajouter que ces écrits et rumeurs ont provoqué une vive réaction des militants de Lumana et des responsables du parti de Hama Amadou qui refutent toute allégation et tout lien avec les mouvements des jeunes à Niamey. Le modèle phare Lumana se défend et se place même à l'offensive en allant loin, estime le journal qui rapporte que dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le principal parti de l'opposition dit porter plainte contre un enseignant-chercheur qui, dans une analyse, a laissé entendre que les manifestations de rue sont l'œuvre du principal parti de l'opposition. À la une de la roue de l'histoire cette semaine, assouplissement des horaires du couvre-feu à Niamey et appel à la vigilance. Le gouvernement a décidé, selon le journal, de l'assouplissement des horaires du couvre-feu à Niamey qui sont désormais fixés de 21h à 5h du matin. Et c'est là l'une des mesures complémentaires phares prises par le Conseil des ministres du mercredi 22 avril 2020 qui a fait le point sur la situation de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la riposte à la pandémie du Covid-19. Le bilan dressé par le gouvernement est rassurant, mais requiert toutefois beaucoup de vigilance et surtout le respect strict des règles de prévention édictées précédemment. La menace est encore présente et la situation sur le terrain, même rassurante, effraie encore bon nombre de pays africains. La vigilance reste donc de mise. Le gouvernement maintient non seulement les mesures préventives prises auparavant, mais aussi renforce les capacités du pays à faire face à toute éventualité. Au hérisson d'ajouter qu'on s'y attendait à un allègement du couvre-feu, mais également à la levée de l'isolement sanitaire de la ville de Niamey en prélude au Ramadan. Ce n'était donc pas une surprise de voir dans les conclusions du Conseil des ministres la prise en compte d'une des préoccupations citoyennes à la veille de l'observation par les musulmans d'une de leurs obligations religieuses. En effet, précise le journal, pendant le mois béni de Ramadan, nombreux sont les fidèles qui rompent le jeûne non pas en famille, mais sur les lieux de commerce ou de travail au regard de la contrainte du temps, l'heure de la rupture autour de 19h. Ils ne disposent pas de marge de manœuvre pour relier dans le bon timing leur commerce ou bureau à la maison. Pour ce qui est de l'isolement sanitaire de Niamey, le contrôle sera renforcé, a décidé le Conseil des ministres. Le journal conclut que c'est une levée de confinement prudente, sans doute progressive en fonction de l'évolution positive de la situation sanitaire. Parlant justement de la situation sanitaire, le journal L'Actualité fait le lien entre le Covid-19 et le calendrier électoral. Il se demande en gros s'il y a péril sur les élections futures. À l'issue de sa vidéoconférence tenue le 15 avril sur le thème « Les impacts de la pandémie à coronavirus sur les prochaines élections de la région de la CEDEAO », le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO, note que les activités de préparation dans tous ces pays seront probablement perturbées car la situation continue, selon le journal, d'évoluer avec de nombreux cas confirmés mais toujours en baisse. Dépendamment de l'ampleur de l'effet sur les différents chronogrammes des commissions électorales, les pays pourraient envisager le report ou le maintien des élections, nous apprend le journal. Le Monde d'aujourd'hui ajoute à ce sujet que cette information qui nous vient de la CEDEAO montre pour beaucoup d'analystes le déroulement d'un stratagème pour lequel beaucoup de dirigeants montraient déjà quelques velléités de s'incruster au pouvoir au moyen d'arguties indéfendables, écrit le journal, pour qui on voyait venir la malice, mais elle ne convainc pas, car au Niger, on peut, selon le confrère, croire que la CENI et ceux qui l'ont commandé contre la classe politique peuvent avoir compris les périls qu'une telle option fera courir au pays. Et c'est sous le titre « Coronavirus et rendez-vous électoraux, le décalage programmé, l'inacceptable arbitrage de la CEDEAO ». L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi le classement mondial de la liberté de la presse 2020
de RSF. Le Républicain rapporte des acquis certains pour une presse libre au Niger. Le Niger qui, selon le journal, est sous l'empire de la liberté de la presse. Le rapport annuel que Reporters sans frontières a publié sur l'état de la liberté de la presse dans le monde au titre de l'année 2020 prouve à nouveau que la presse est libre au Niger. Cette année, le Niger a gagné 9 points par rapport au classement 2019. Il occupe la 57e place dans le monde sur 180 pays. Reporters sans frontières note aucun journaliste citoyen, aucun collaborateur n'a été tué au Niger. Et selon toujours le confrère, le journalisme est un métier assez noble. Au niveau mondial, des efforts sont faits pour protéger et encourager la saine pratique journalistique. Pour preuve, le monde entier s'indigne dès qu'un journaliste est inquiété à tort ou à raison. C'est un gage de reconnaissance du rôle du journaliste dans la société. Et pour finir, où sont passés les 20 milliards de l'ARTP pour l'armée? S'interroge dans ses colonnes le Courrier qui estime que l'argent a pris une destination obscure et que l'enquête parlementaire n'a jamais produit de rapport public. En fin d'année 2012, le Mali était sur le point de crouler. Il avait besoin de la solidarité de ses frères et amis. Dès le 16 janvier 2013, les autorités nigériennes vont mettre les bouchées doubles pour voler au secours du Mali. L'Assemblée nationale vote une résolution pour autoriser l'envoi d'un contingent militaire et le 11 février suivant, le directeur de cabinet du Premier ministre relève dans une correspondance l'urgence de l'octroi d'une avance de trésorerie à l'État du Niger sur fonds collectés par l'ARMA versés à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Mais le journal note que non seulement les 20 milliards en question n'ont jamais servi à la cause indiquée dans les deux conventions d'avance de trésorerie qui ont permis de dépouiller l'ARM de ses ressources, mais les montants versés par l'ONU en contrepartie de la participation du Niger au maintien de la paix au Mali n'ont pas été versés à l'ARM actuelle ARTP en guise de remboursement. Quant à la commission parlementaire devant statuer sur l'utilisation de ces 20 milliards, elle a été certes instituée par résolution du 5 juin 2015, mais le journal conclut qu'elle n'a jamais produit de rapport public. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.